AJP, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Laurence. Et joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Alors justement, ce jour de Noël, votre invitée est naturaliste et experte en immersion animale. Elle s'appelle Perrine Cross-Marie. Bonjour Perrine. Bonjour. Et juste avant de la recevoir, on commence comme d'habitude avec votre chronique « S'engager pour le monde animal ». Oui, en ce jour de Noël, on va parler des animaux. Alors, nous sommes bien loin de l'époque où les animaux étaient considérés comme des êtres incapables d'avoir un libre arbitre ou une vie antérieure. Grâce aux avancées de la cognition évolutive, qui considère l'animal dans son ensemble, et de l'éthologie pour laquelle l'animal est capable d'une vie mentale et émotionnelle, nous avons pris conscience que chaque être a son propre univers. Qu'il s'agisse d'animaux compagnons ou d'animaux sauvages, tous ont la capacité de nous ouvrir les portes du vivant, de participer à notre équilibre et parfois à notre bonheur. Nombreux sont les points communs que nous possédons avec les autres animaux. Nos plus proches cousins, les chimpanzés, savent fabriquer des outils et sont capables d'apprendre et de reconnaître des centaines de mots. Les pigeons assimilent des concepts abstraits comme la similitude ou la différence. Des expériences réalisées par des chercheurs de l'université de Bristol démontrent que les cochons ont recours à la tromperie. Cette découverte peut paraître amusante, mais elle est surtout importante car elle indique que ces animaux ont conscience d'eux-mêmes, ainsi que des croyances et des intentions des autres animaux. Les moutons, quant à eux, réagissent de façon émotionnelle à un visage, ils vivent de façon très hiérarchisée et ils possèdent un répertoire de codes et de lois régentant leur vie en groupe. Les poulets comprennent qu'un objet caché continue d'exister. Quant aux pieuvres et aux poulpes, ils sont capables d'apprentissage, possèdent de la mémoire, ils peuvent agir sur leur environnement avec des actions rationnelles. Bien sûr, on a tous entendu parler des bars à chats et de leur impact sur la diminution du stress. Ce qui a conduit certaines bibliothèques universitaires à intégrer des séances de partage avec des chats et des lapins pour aider les étudiants à décompresser en période d'examen. Et ces initiatives rencontrent un succès fou. Pour favoriser un retour à la confiance et à la joie, des structures hospitalières organisent des séances de méditation canine destinées aux jeunes patients. Des propositions similaires sont en cours avec des chiens d'éveil formés pour accompagner les enfants souffrant de troubles du spectre autistique. Et dans les EHPAD, certains établissements font appel à des animaux pour conforter les pensionnaires. Il faut saluer aussi les fédérations vétérinaires animales qui luttent contre l'exclusion sociale grâce à la dimension animale. Alors je pourrais aussi citer ces animaux qui nous choisissent, comme ces chevaux dans le grand sud du nord de la Suède, qui sélectionnent eux-mêmes leurs cavaliers pour la semaine de randonnée qu'ils vont partager. Les animaux bousculent nos vies. Ils nous réconfortent par leur simple présence quand nous n'allons pas bien, quand nous nous sentons seuls. Ils créent de l'énergie dans nos relations, ils génèrent de la joie, du partage. Et ils nous font confiance de façon inconditionnelle. Leur impact positif sur nous n'est plus à démontrer. Un récent rapport publié au Royaume-Uni rapporte que la présence des animaux de compagnie permet une économie annuelle de 10% des dépenses de santé. Les chercheurs australiens affirment que la possession d'animaux de compagnie augmente notre espérance de vie de plusieurs années. Les émotions ne nous sont plus réservées. Les animaux sont capables de ressentir du plaisir ou de l'aversion. Tous les primates connaissent l'amour, l'amitié, le rire, l'empathie, le partage. Ces constats posent plus que jamais la question du rapport de l'homme à l'animal et de l'homme au monde du vivant. Merci beaucoup Muriel. Effectivement, on a beaucoup à apprendre de ces sociétés animales et j'imagine que vous allez en parler avec votre invitée Perrine Cross-Marie, donc naturaliste et experte en immersion animale. Bonjour Perrine. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir en ce jour de Noël. Pareil. Nous allons parler d'animaux sauvages, de leur place dans la nature et avec nous les humains de partage, de respect, d'instinct animal. Alors vous êtes une naturaliste, une spécialiste de l'immersion en milieu sauvage, au plus près des animaux. Ça veut dire quoi être une spécialiste de l'immersion animale ? Alors, l'immersion tout court animale, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. C'est pas juste observer ou partir dans la nature pour regarder les animaux. C'est vraiment s'inscrire dans le milieu avec toutes les espèces qui composent l'endroit où on se trouve. Ça peut être une forêt, ça peut être une prairie. Les milieux naturels nous offrent des possibilités d'immersion assez extraordinaires. Où, en fait, ce qu'il faut faire, c'est devenir un animal parmi les animaux. C'est pas simple, ça. C'est pas simple et à la fois c'est une démarche qui s'apprend, que moi j'ai apprise depuis très longtemps, depuis toute petite, et à travers mes voyages, mes rencontres animales et humaines, j'ai appris à taire mon mental et faire marcher mes sens et réveiller mon instinct et aussi écouter mon intuition.
Ça, c'est les 3 grandes choses. Grand principe de l'immersion. Exactement. Et après, bien sûr, une connaissance très précise sur le milieu dans lequel on se trouve, les animaux qu'on rencontre, les végétaux. En fait, c'est un ensemble. Quelle est notre place aussi en immersion dans l'écosystème. Mais c'est faire accepter aux animaux votre présence, c'est-à-dire votre odeur, ça veut dire leur apprendre la confiance pendant les jours où vous allez les approcher. Exactement. En fait, ma démarche, elle n'est pas juste de me camoufler, qui ne connaissent pas, qui ne reconnaissent pas ma présence. Moi, ce que je cherche à faire, c'est justement qu'ils sachent que je suis là et que je ne suis pas une menace. Et c'est quelque chose qu'on peut faire à côté de chez nous, dans une forêt. Moi, je le fais avec des blaireaux, des sangliers, des chevreuils, des renards. Et je laisse mon odeur au fur et à mesure. Enfin, ils savent que je suis là, et ça peut, en quelques jours, ça peut aller très vite, où l'animal s'habitue et prend confiance et sait que je ne suis pas là pour les tuer ou pour leur faire du mal. Et donc ça, je le fais par exemple dans le Cantal avec les mouflons, les chamois, qui sont très curieux. Et les mouflons, au début, quand j'arrivais, ils étaient un petit peu inquiets et ils étaient très loin. Et au fur et à mesure, ils venaient s'installer avec leurs petites pattes blanches à côté de moi, me regardaient. Et puis encore plus proche, jusqu'au moment où les chamois aussi venaient, disaient « mais c'est quoi ?» Quelle est cette personne? Exactement. Et donc, c'est humaine. C'est ça qui est intéressant, c'est cette confiance aussi qui est développée. Et aussi le fait qu'on ne dérange pas l'animal parce qu'on entre dans une relation c'est comme si on crée comme un rendez-vous. Il vient ou il ne vient pas. Il vient ou il vient pas. Il y a des animaux avec lesquels vous vous sentez beaucoup plus proche? Oui, bien sûr. Alors, quand on parle d'animaux sauvages, les mammifères, bien sûr, c'est plus facile parce on parle de mammifère à mammifère. Donc, on a des connexions qui sont beaucoup plus évidentes quelque part qu'avec un insecte ou avec un oiseau. Mais moi, j'arrive à vraiment m'immerger et à trouver des terrains, je dirais, d'entente ou des... Quand on a préparé cette conversation, vous m'avez dit les grands troupeaux me fascinent. Tout à fait. Et les hyènes aussi. Tout à fait. Les grands troupeaux, moi, ça me rend dingue. Je sais pas, ça provoque en moi une espèce... Je sais pas, c'est de l'adrénaline, c'est du plaisir, c'est des endorphines. Quand je me trouve au cœur du troupeau, déjà, ça me fait du bien parce que je me dis, il y a des animaux. Il y a de la biodiversité. Quand j'ai fait ça avec, ça peut être des chevaux sauvages, des bisons, ça peut être des gnous. Après, ça peut être des rassemblements d'oies des neiges avec des centaines de milliers d'oiseaux qui volent autour. Moi, je me sens vivante. Je sens que je fais partie de leur univers. Et ça me fait déjà à moi du bien, ça c'est sûr. Et après, faire partie d'un clan, c'est autre chose. Parce qu'un troupeau, c'est grand, il y a plusieurs familles. Quand je suis avec des hyènes, par exemple, parce que j'ai pu vraiment approcher les hyènes de très très près et vivre avec elles pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, là on fait partie de la famille. C'est autre chose encore. Et on arrive à devenir quasiment... Les hyènes d'ailleurs qui ont une caractéristique très particulière. Elles ont développé des hormones mâles, vous dites. Et donc elles sont à la fois mâles et femelles. Oui, dans leur comportement, puisque elles sont chargées, les femelles sont chargées en testostérone, elles sont vraiment testostéronées, donc elles ont donc du coup un comportement peut-être un petit peu plus agressif, un peu plus comme un homme pourrait avoir. C'est la testostérone et les hormones nous gèrent aussi au niveau physiologique. Et les hyènes sont passionnantes parce qu'elles sont à la fois des mères incroyables, merveilleuses, et aussi des femmes, des chefs de clan, des femelles. Des chefs de clan extrêmement puissantes. Bon, c'est un modèle pour nous les femmes, ça, les hyènes. On va s'intéresser aux hyènes un peu plus. Alors, vous avez une formation et un parcours pour le moins singulier. Vous êtes formé en archéozoologie, qui est la discipline scientifique qui vise à reconstituer l'histoire des relations naturelles et culturelles entre l'homme et l'animal. Et à 25 ans, dans la continuité de vos recherches, vous partez au Kenya étudier les animaux sauvages. Et là, ce voyage va ouvrir des perspectives nouvelles pour vous. Oui, tout à fait, parce que j'ai toujours été fascinée par les animaux, la nature bien sûr, mais aussi l'anatomie comparée et l'histoire des relations entre les hommes et les animaux. J'ai toujours été intéressée de savoir comment on a pu se séparer de la nature. Toute petite déjà, je voulais moi m'inscrire, que les animaux deviennent mes amis. Quand j'étais toute petite, j'avais plein d'animaux avec moi, j'avais ce besoin viscéral. Et ça m'a suivie jusque dans mes études. Et quand je suis arrivée effectivement au Kenya pour étudier des ossements, j'étais dans mes boîtes d'os et je faisais des mesures morphométriques
et je faisais une anatomie comparée. J'ai eu aussi la possibilité de m'évader, pour la première fois, de voir des animaux sauvages vivant pas dans des boîtes morts ou sous la forme de squelettes, mais des hyènes dans leur vraie vie de hyènes, des éléphants, etc. Et j'ai été très surprise, bien sûr, parce que j'avais une image des documentaires animaliers où je me disais, la nature est partout en Afrique. Et j'ai vu que finalement, ils étaient parqués dans des zones protégées et qu'il fallait faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de Nairobi jusqu'à au premier parc national pour pouvoir vraiment être immergé dans la nature. Et je voyais ces animaux disparaître. Et puis j'avais cette envie, moi aussi, de faire partie des gens qui témoignent. Et j'ai rencontré une famille. C'était à Tsavo, une famille avec un couple et des enfants qui avaient posé leur tente autour d'un point d'eau et qui filmaient des hippopotames. Et donc, je suis allée... À cette époque, vous êtes enceinte, non? Et j'étais enceinte. Oui, ça c'est important. Vous étiez enceinte en Afrique. Enceinte en Afrique. J'ai appris ça. Ça a été quelque chose d'assez bouleversant parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et mon mari non plus, d'ailleurs. Votre mari, d'ailleurs, qui est biologiste. Tout à fait. Il étudie l'Afrique. Il écrit des thèses sur l'impact de la chasse au trophée sur les grandes antilopes, par exemple. Et il a fait sa thèse... Vous partagez les mêmes passions, tous les deux. Tout à fait. Il a fait sa thèse sur l'impact de la chasse au trophée sur l'impala et sur certaines espèces d'antilopes. Et donc, cette famille vous donne envie de faire pareil. De rester et de vivre en Afrique. Exactement, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux continuer à travailler sur des animaux qui ont disparu, même si j'ai un cœur vraiment pour tout le travail que j'ai fait ou alors vraiment participer à la sauvegarde, parce que ça me tenait vraiment à cœur. C'était vraiment la nature et les animaux vivants qui me passionnaient et pour lesquels j'avais envie d'œuvrer. Et donc avec mon mari, on est parti vivre au cœur de la brousse avec notre petit garçon. Formidable pour lui d'avoir vécu en Afrique longtemps, je crois. Vous êtes resté combien d'années On a vécu 3 ans d'affilée dans un parc national où on avait les lions qui étaient devant notre porte et mon fils qui allait à l'école le matin et on regardait les traces de lions, on se dit bon c'est bon, il peut y aller. Les rhinocéros, on ouvrait la porte, on les voyait, c'était extraordinaire pour un enfant, c'est super. On a vécu 3 ans là-bas et puis on a vécu aussi en Tanzanie parce que mon chéri travaille pour la conservation des animaux sauvages et des aires protégées. Et là, vous allez commencer à réaliser vos premiers reportages. Alors tout d'abord un peu avec les moyens du bord. Vous commencez à faire des reportages. Ils sont achetés d'ailleurs par une chaîne en France. Vous les envoyez et puis ça va devenir un de votre métier en partie aujourd'hui. Cette envie de témoigner, de partager. Alors c'est ce qui s'est passé avec la première émission d'Instinct Sauvage que l'on va voir mardi prochain sur France Télévisions en prime time. Tout à fait. Parlez-moi de cette expérience-là qu'on va découvrir la semaine prochaine. C'est assez extraordinaire parce qu'on a eu la chance de pouvoir partir dans des conditions où déjà avec Diego et Julie, donc un trio super. Diego qui est grand reporter, qui a fait beaucoup de reportages dans les derniers Éden sauvages de la planète. Et Julie Bonnat qui est comédienne. Et qui est comédienne. Et il y a eu un vrai body flash, une vraie fusion quand on s'est rencontrés parce qu'elle avait vraiment une demande et cette demande, il y avait quelque chose qui lui manquait. Elle avait besoin de se retrouver. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui, il y a une perte de sens. Donc, elle avait ce besoin. Donc, on a tout de suite dit, c'est elle qui doit partir avec nous pour justement vivre cette expérience d'immersion qui a été exceptionnelle. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas de garde armée. Et nous étions vraiment en immersion, c'est-à-dire qu'on marchait dans la nature et il y avait on était, vulnérables dans toute notre vulnérabilité d'être humain. Si on n'a pas la voiture, si on n'a pas des armes, etc. Une armure avec les animaux sauvages, donc les lions et les grands carnivores qui font si peur face à des troupeaux, aux éléphants qui font des tonnes. Et tout s'est extrêmement bien passé. Encore une fois, quand tu me demandes quelle expérience et ce que ça m'a fait, c'était pas facile parce que je gérais quand même 2 personnes, même si Diego était là aussi, parce que lui, il a peur de rien, c'est un grand reporter, il est allé sur tous les fronts dans le monde. Donc mais malgré tout, c'est un terrain qu'il connaissait peu, mais à la fois, il était... pour le coup, en immersion, il se sentit tout de suite très bien. Combien de temps ça a duré cette aventure? Ça a duré 12 jours, mais on est parti un peu en amont avec Diego parce que rien ne se prévoit avec les animaux, rien ne se déroule comme on le voudrait. Tout ce qui s'est passé sur le terrain, pendant l'émission, on n'avait rien prévu.
forcément. Oui, moi qui ai la chance de voir j'ai la chance d'avoir vu cette émission évidemment avant qu'elle soit projetée. On voit il y a énormément d'émotions, énormément de spontanéité. On est très étonné parce que vous êtes très très proche des animaux. D'ailleurs, il y a des images où on a l'impression que vous êtes collé à eux et que vous êtes collé à des lions, à des félins, à des éléphants. Et donc ça, c'est très très étonnant dans cette émission. Je pense que ça a été un voyage remarquable. Et puis on va le découvrir la semaine prochaine. Alors, le temps passe très vite. Je voudrais rappeler que vous êtes aussi engagée comme ambassadrice de la nature aux côtés de Jane Goodall, qui est quand même quelqu'un qu'on ne présente plus tellement. Ses travaux sur les grands chimpanzés ont été documentés. Ça a été une source d'inspiration parce que vous l'avez côtoyé, je crois, pendant près de 3 ans. Et parlez-moi un tout petit peu de cet engagement et on va peut-être faire un petit appel sur cette fondation que Bien vous sûr, défendez. très rapidement, c'est que quand j'habitais en Tanzanie, j'étais à 2 maisons de chez elle. Donc oui, je l'ai côtoyée et puis depuis longtemps, de toute façon, j'ai été très inspirée par ces femmes, Birutė Kalikas ou Dian Fossey et Jane Goodall, et c'est avéré que c'était ma voisine, donc j'ai pu la rencontrer, discuter avec elle, voir la force de son engagement et puis bien sûr avoir envie aussi, dans le cadre de cette émission, de m'investir, comme je le fais dans d'autres, pour beaucoup de projets de conservation, pour les chimpanzés, pour la disparition des espèces, mais aussi pour les êtres humains, parce que nous faisons partie de la même famille, nous faisons partie de la communauté des êtres vivants. Et il ne faut pas l'oublier. Donc, d'agir pour la nature, c'est agir pour l'être humain. Ça, c'est important de le rappeler. Et donc, effectivement, on a un projet commun avec le Jane Goodall Institute en Tanzanie, de faire un corridor biologique depuis le sud du Burundi jusqu'à Gombe. Parce que Gombe, c'est un tout petit espace protégé et autour, tout est déforesté. Et on va recréer des habitats pour les animaux, mais aussi pour les êtres humains. Donc une proximité avec les animaux sauvages, avec l'immersion évidemment animale qui est votre métier, les documentaires et puis un soutien pour la biodiversité. Merci Perrine. Je vous en prie. Merci pour ce bel engagement. Et pour terminer, on parle culture, Muriel. Alors pour les plus petits en ce jour de Noël, je vous recommande de vous plonger dans le grand livre des animaux de l'extrême, aux 4 coins du globe, dans les déserts, au pôle, au fond des océans ou encore dans l'obscurité des grottes, vivent des animaux particulièrement épatants. Pour s'adapter à leur milieu hostile, ils ont développé des aptitudes hors du commun, de la minuscule fourmi argentée à l'énorme ours polaire, en passant par le calmar géant et le poisson des glaces. Ce livre explore les régions les plus reculées du monde pour percer les secrets des animaux de l'extrême. Pour les plus grands, le livre de Laurence Paoli, aux éditions Bûcher et Castel, Quand les animaux nous font du bien, une formidable enquête sur tous ces compagnons qui rendent nos vies meilleures, mais aussi des rencontres avec de nombreux scientifiques, une analyse des rapports entre les hommes et la nature. Et puis pour tous, vous l'avez compris, Instinct Animal sur France 2, mardi prochain en prime time à 21h10, une formidable émission pour partager la vie de ces animaux qui nous sont si précieux, au plus près de la faune sauvage, en totale immersion, au cœur de la Tanzanie, pour retrouver son instinct animal, aux côtés de Julie Debona, Diego Buñuel et bien sûr Perrine Cross-Marie. C'est bien noté, merci beaucoup Muriel Rius. Et bien sûr la force de l'engagement, c'est à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Rius. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.